On commence, on inaugure. C'est cette première table ronde de cette belle manifestation Made in Tex. Bon, vous n'êtes pas encore très nombreux ce matin, mais le public va arriver, c'est sûr, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour organiser cet événement, et puis surtout parce qu'on a des intervenants de très très haut niveau. Alors, comme vous le savez, cette table ronde est autour du cœur, donc le cœur, c'est évidemment un muscle indispensable pour la vie. Il bat plus de 100 000 fois par jour, n'est-ce pas, en moyenne? Il faut donc le ménager, le surveiller, mais aussi l'entraîner. Il importe de dépister au plus vite ces défaillances, chez les femmes comme chez les hommes. Et chez des femmes, justement, on va en parler, notamment avec vous, Claire Mounier-Veillé, puisque vous êtes non seulement cardiologue au CHU de Lille, mais aussi cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes. Et vous allez un bus qui va sillonner toute la France, on en reparlera tout à l'heure. Il y a aussi le docteur Stéphane Manzo, qui est cardiologue interventionnel à l'hôpital Lariboisière. La première conférence de Made in Tex va débuter maintenant sur le thème Un cœur protégé, réparé ou changé pour la vie avec notre partenaire Le Point. C'est maintenant dans la salle de conférence, nous vous attendons tous. Donc vous ne vous êtes pas trompé d'endroit, vous êtes bien là où il faut. Il y a aussi Anne-Gwenaëlle Huguin, si je l'ai bien prononcé, qui est greffée du cœur. C'est une très belle histoire qu'elle va nous raconter. Et on remercie l'association Transform qui nous a permis d'inviter Anne-Gwenaëlle. Et puis Stéphane Pia, qui est le directeur général de Carmat. Et quand je lui ai dit qu'il y aurait 4 femmes autour de lui, il m'a dit « même pas peur ». Alors donc, c'est bon. Aujourd'hui, 8 mars, justement, c'est la journée internationale des droits des femmes. Claire, vous militez pour que nous bénéficions des mêmes traitements et des mêmes attentions que les hommes en cas de problème cardiaque. C'est pas le cas actuellement? Vous prenez un micro. Je prends un micro. Actuellement, effectivement, il y a les petites différences hommes-femmes. Déjà dans le dépistage, les femmes déjà ne prennent pas soin d'elles, ça c'est important. Elles vont penser qu'elles sont en bonne santé tant qu'elles ne sont pas malades. Et quand elles ont un rendez-vous, dans 7 cas sur 10, elles vont le différer. Alors que l'homme pense qu'il est malade quand il est en bonne santé. Je pense que l'homme, alors ça peut peut-être faire un peu féministe de dire ça, mais pas. L'homme est très très accompagné par son épouse, et la femme, ne serait-ce que on milite aussi pour avoir une vie normale. On va repousser le moment où il va falloir vraiment y aller. Et effectivement, les registres nous montrent que même après un infarctus, les traitements sont pas tout à fait pareils. Elles vont passer en rééducation. Alors, et pourtant, la situation actuelle en cardiologie pour les femmes, les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez les femmes. Ça, on n'arrive pas à l'imaginer. Alors effectivement, c'est les registres de Santé publique France, c'est 200 femmes par jour qui décèdent, 76 000 par an. C'est la population de Cannes qui disparaîtrait par an, par jour, ce qui est énorme. Donc première cause de mortalité. Et j'aime pas opposer par rapport au cancer du sein, mais c'est 6 fois plus que le cancer du sein. Et la cause, c'est l'hygiène de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans 8 cas sur 10, on peut éviter de rentrer dans la maladie. Il y a un petit réseau. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que ces chiffres vous étonnent, Stéphane Manzo? Et oui, et vous aussi après, évidemment. Non, pas du tout. Ça, ce sont des données. Il y a une augmentation considérable des facteurs de risque. Claire parlait d'hygiène de vie. C'est les facteurs de risque que l'on connaît, qui sont traditionnels. Tabac, diabète, hypertension, dyslipidémie, mais qui vont impacter les femmes différemment, qui vont avoir beaucoup plus de retentissement à niveau de sévérité égal chez une femme par rapport à un homme. Le diabète, 2 fois plus délétère, 2 fois plus de risque de maladies cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde chez une femme diabétique par rapport à l'homme diabétique. Pareil pour l'accident vasculaire cérébral. L'hypertension, Claire est une spécialiste, va impacter la femme de manière beaucoup plus importante, 3 fois plus de risque d'AVC chez la femme hypertendue que l'homme hypertendu, ce d'autant que la femme ne sera beaucoup moins bien dépistée et beaucoup moins bien traitée. Moins de 30% des femmes hypertendues sont équilibrées. Donc on a une marge de progression énorme. Mais pourquoi cette différence? C'est plus difficile de soigner les femmes? Bon, vous dites que l'hypertendu, c'est un problème de dépistage, mais oui, Stéphane. Bon, c'est un problème épidémiologique parce que, comme vous le disiez, la première cause de mort chez les femmes il y a 20 ans, c'était le cancer du sein. Et donc, clairement, l'infarctus du myocarde, c'était pas un problème. D'ailleurs, Marie-Claude Maurice, ça fait 20 ans qu'elle lutte là-dessus et qu'elle disait, quand on faisait les études sur les drug-eluting stents, on n'enrôle pas sur les stents à élution de médicaments.
Et elle disait qu'on n'étudiait pas assez les femmes. Mais bon, c'est parce que c'est un problème épidémiologique. Donc c'est vrai qu'il y a un retard qu'il faut maintenant combler au niveau diagnostic. Et je pense que vous faites un travail important. Il y a aussi, ce qui nous différencie des hommes, et je serai courte, c'est les facteurs de risque émergents hormonaux. Maintenant, Oui. on commence à mieux comprendre l'impact du syndrome des ovaires polykystiques, de l'endométriose, l'impact de la contraception avec oestrogène, les grossesses tardives, parce que le placenta, il va avoir du mal à se fabriquer, l'impact de la ménopause précoce. Donc finalement, en plus des facteurs de risque classiques plus toxiques sur une artère, il y a également ces facteurs de risque hormonaux émergents qui vont booster cette progression des maladies cardiovasculaires des femmes. Est-ce qu'il y a aussi davantage de sédentarité? Tout à fait. Ah bah oui. Tout à fait. Oui. Il y a 3/4 des femmes qui n'ont pas, c'est une étude américaine avait montré, 3/4 des femmes américaines interrogées n'avaient pas d'activité physique du tout. Alors Moins ça, de c'est- 10% avaient l'activité nécessaire. Ça, c'est pas du tout le cas de Anne Gwenaël, parce que elle va nous raconter son histoire. Vous étiez professeur d'éducation physique et sportive, donc vous bougiez. Et puis, racontez-nous ce qui s'est passé. En fait, moi, j'ai été greffée à 25 ans. Et, Donc, greffe de cœur à 25 ans, oui. Et on en parlait avant avec le professeur Mounier. Effectivement, ça m'est arrivé subitement. C'est pas une maladie qui est venue insidieusement au fur et à mesure. Et c'est plus le caractère d'urgence qui a impacté quand je suis arrivée à l'hôpital, plus que le caractère homme-femme, en fait. Moi, c'était plus vie ou mort. Et du coup, on m'a pris très rapidement en charge. Donc, si je vous demande si vous avez le sentiment que parce que vous étiez femme, vous avez été traitée moins vite, c'est pas du tout le cas pour vous. Non, concernant la transplantation, non. Et donc, alors, vous arrivez à l'hôpital dans un état grave parce que votre cœur est défaillant. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? On m'hospitalise tout de suite en soins intensifs, en fait, cardiologie. Vous avez fait quoi, l'équivalent d'un infarctus? Vous avez fait quoi? Non, non, pas du tout. J'ai été épreuve de peste. C'est vraiment une maladie qui est arrivée du jour au lendemain. Les premiers symptômes, c'était un essoufflement. Donc j'étais hospitalisée 2-3 jours. Et j'ai fait un AIT, donc accident ischémique transitoire. C'est comme un petit C'est un AVC. petit accident cérébral. Voilà, oui. tout à fait. Et là, je suis descendue au sous-sol de l'hôpital pour faire pas mal d'examens. Et quand je suis remontée 1 heure plus tard dans ma chambre, j'avais mes 2 parents qui se tenaient par la main. Alors, j'avais quand même pas 4 ans, j'avais 25 ans. Donc, à 25 ans, vos parents vous attendent comme ça. Et en fait, c'est en les voyant que j'ai su que ça allait, que c'était grave, en fait. Et alors? Et alors, c'est 6 mois d'attente. Donc, j'étais hospitalisée à Brest. Les médecins essayaient de me maintenir en vie pendant 400 mois. Et après, vous étiez quoi? Vous étiez fatigué? Vous étiez essoufflé? ah oui, c'était en soins intensifs. Donc, soins intensifs, c'est-à-dire qu'on est sur un lit, on se Ah lève oui, pas. d'accord, Les douches, d'accord. ça n'existe plus. Enfin, voilà. Donc, alité, 5 mois et demi pour une prof de PS, c'était pas simple. Et mon cœur a décompensé au mois de mai très fortement à nouveau. Et là, Brest n'était plus capable de maintenir en vie parce qu'il fallait une assistance circulatoire externe pour le coup. Donc un cœur artificiel transitoire. Voilà, c'est ça, Mais, tout à mais fait. pas un carmat. Hein. Non, non. Et du coup, c'était soit Paris, soit Nantes pour m'évacuer. Et en fait, le transport sur Paris, ils avaient peur que je tienne pas le coup parce que j'étais pas vraiment stable. Du coup, ils ont préféré Nantes. Et là, en fait, j'étais inscrite sur la liste super urgence de tout l'Ouest. Donc, 2 fois 48 heures pour avoir un cœur. Et dans les premières 48 heures, j'ai eu ce cadeau magnifique d'un donneur qui me permet d'être là aujourd'hui. Vous nous racontez rapidement la suite. Donc vous êtes greffé, vous vous remettez assez rapidement. Oui, je me remets super rapidement. C'est mon passé de prof de PS, je pense. Donc là, les médecins ont cru voir une folle, je pense, dans leur chambre, qui se remettaient directement à peine les perfusions enlevées, tout ça, au sport. Mais je pense que ça m'a sauvée par la suite. Donc une vie assez saine, même si je profite au maximum de tous les bonheurs de la vie, mais une vie saine, beaucoup de sport. Donc 2 enfants derrière, c'est ça un peu le... Ça c'est exceptionnel ça. Voilà, parce que mon cardiologue, qui justement pour le coup était un homme et qui n'avait pas vécu ça quand moi je lui ai dit maintenant docteur tout va bien, je retravaille, voilà, maintenant je voudrais un enfant. Et là je pense qu'effectivement ça a été complexe en tant que femme, j'ai jamais vécu ça, heureusement qu'il a pu justement discuter parce que vous êtes beaucoup en relation. Et puis après, de toute façon, je suis arrivée, voilà, c'était voulu, ça a été très bien suivi et ça a donné à Brest, il n'y a pas d'autre maman pour l'instant greffée cardiaque, mais c'est un petit centre de suivi de transplantation. Je sais qu'à Nantes, à Paris, il y en a de plus en plus et c'est super important. Votre vie aujourd'hui, vous diriez qu'elle est normale? Elle est normale parce que j'ai une vie professionnelle comme tout le monde, etc. Mais elle est pas normale parce que je pense que ce mois de juin 2001 où j'étais greffée, il a changé toute ma vie. On se rend pas compte en fait de la chance qu'on a d'être là. C'est juste, oui, 25 ans après, je suis encore émue quand j'en parle. Voilà, profitez au maximum parce que
C'est merveilleux. Alors, il y a un mot que je voudrais qu'on prononce tout de suite, c'est le mot prévention, parce que je pense que vous le protégez, ce nouveau cœur, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement, les uns les autres, quelques recettes vraiment de prévention? Je pense que d'abord, le tabac, c'est à bannir absolument. Vous reprenez un micro, la grande prévention. La prévention, c'est prévenir plutôt que subir. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est... Pour les femmes, on a 3 étapes clés, 6 consultations clés, j'ai envie de dire. Première, contraception. La contraception, c'est pas un jouet, c'est pas un bonbon. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication. Et après, en vieillissement, on va voir si la contraception reste toujours adaptée. La grossesse, Anne Guénaël, on a un exemple concret. On prépare la grossesse, on suit la grossesse et on refait le bilan après. Et puis à l'entrée dans la ménopause, on refait le point. Et puis on suit tous les 2 à 3 ans. Je pense que si on a ces 6 rendez-vous clés, voilà. Je pense qu'on reparlera de bus du cœur plus tard, mais Stéphane. Oui. Pardon. Il y a Non, deux Stéphane côte à côte. Moi, je vais parler pour les hommes parce que, comme je disais, les études sur le myocarde, malheureusement, ont été faites sur les hommes jusqu'à il y a 15 ans. Donc, moi, j'ai toujours appris que c'était diabète, fumée et style de vie. Mais il y a un facteur très important des temps modernes qui a un impact important également, c'est le stress. Et ça, malheureusement, on ne l'a jamais trop mesuré, mais il y a beaucoup d'études intéressantes où on voit des pics de cholestérol énormes dus au stress. C'est certainement un des 4e facteurs qu'on sous-estime souvent. Et ça, le stress, les femmes connaissent aussi maintenant très bien. Exactement. C'est stress professionnel, le stress psychosocial aussi a un impact, là aussi, différentiel chez la femme, elles sont beaucoup plus impactées. Et comme Claire disait, c'est toutes les étapes en sachant que ce sont des occasions de renforcer le discours de prévention. Donc les facteurs de risque, on les connaît, on peut les prévenir, ils se dépistent et ils se traitent efficacement. Il n'y a pas de petit diabète, il n'y a pas de petite hypercholestérémie, de petite tension. Il faut le traiter, on a des objectifs, il faut s'y tenir. Donc ça, c'est un élément. Les complications de grossesse également. Les complications quand une grossesse se complique, eh bien, on est content quand ça se termine bien, mais ça ne se termine pas à la naissance du bébé. Ça nécessite un suivi rapproché, une prise de conscience. Ça ne veut pas dire dramatiser, ça veut dire suivre mieux pour faire les choses en mieux. Donc ce sont des occasions de mieux traiter. Alors maintenant, on va partir dans le dur, entre guillemets, donc la maladie. On est dans un salon qui s'appelle Made in Tex, donc il y a beaucoup de technologie. Stéphane Manzo, vous êtes spécialiste de cardiologie interventionnelle. Qu'est-ce que vous pratiquez quand il y a, par exemple, une alerte d'infarctus? Qu'est-ce qui se passe chez vous, pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs? Alors, l'urgence, suspicion d'infarctus, une douleur persistante, l'urgence, c'est d'aller voir les coronaires. Pour pouvoir aller déboucher le plus rapidement possible. Le temps, c'est du muscle. Chaque minute perdue, c'est du muscle perdu. Et souvent, les femmes appellent plus tard. On a une étude qui avait été réalisée sur plus de 16 000 patients. Elles appellent 15 minutes plus tard, une fois qu'on a ajusté sur l'âge, etc. Après, notre système est quand même bien fait. Donc, on a des délais qui sont retrouvés. Donc, l'urgence, allez voir l'artère. Chez les femmes, un infarctus, dans jusqu'à 20% des cas, il n'y aura pas d'occlusion visible de l'artère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de maladie. Il faut pousser plus loin, faire de l'imagerie dans la coronaire pour voir précisément. Il faut Et faire ça se IRM. fait quotidiennement maintenant. Il faut le renforcer. Il ne faut plus se dire coronaire normal, infarctus à coronaire normal, ça ne veut plus rien dire au jour d'aujourd'hui. Il faut pousser plus loin le diagnostic pour pouvoir proposer le traitement qui est adapté. Est-ce que c'est une microdissection? Est-ce que c'est un petit embole? Est-ce que c'est un spasme? Ça se traite et le pronostic va être différent si c'est bien traité. Vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect diagnostic? Non? Dans le diagnostic, maintenant, c'est vrai que dans les examens pour dépister, avant l'infarctus, si par exemple vous avez une douleur dans la poitrine et que vous faites une épreuve d'effort, elle est négative, on vous dit non, vous n'êtes pas coronarienne. Maintenant, je prescris de plus en plus des coroscanners. Pas que le score calcique, parce que les femmes... Donc coroscanner, c'est un scanner spécialisé dans les par voie veineuse, coronaires. parce que les gens disent oh là là, le coroscanner c'est une coro. Non, c'est par voie veineuse. On peut faire un score calcique, c'est-à-dire uniquement regarder... Score calcique, dites-non, pas grand d'injection. public. C'est pas D'accord. d'injection, c'est une spirale, voilà. Ouais. Et on sait que le taux de mortalité ou d'accident est corrélé à la masse calcique. Mais on n'a plus faim. C'est quoi la masse calcique? C'est la calcification Ce sont dans des les dépôts- plaques coronaires. Des dépôts Voilà. calcifiés dans les D'accord. artères. C'est comme D'accord. un intégrateur de tous les problèmes des artères. D'accord. Diabète, hypertension, Ok. etc. Plus il y a de calcium qui se dépose, plus ça va prédire les événements à 5 ans, à 10 ans. Mais ça, c'est chez des patients
asymptomatique. On est dans le dépistage, dans la prévention. Suspicion d'infarctus, c'est l'ECG et vite voir ce qui ECG, se passe. électrocardiogramme. Exactement. Merci. Et donc, une fois que vous avez visualisé les coronaires, hein, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action en fonction évidemment de ce que vous découvrez? Si c'est bouché, on débouche. C'est aussi facile que ça. Voilà, on débouche. Vous débouchez comment? Alors, on met un petit fil métallique qu'on appelle un guide au travers de l'artère. Et Qu'on monte que l'on directement monte directement par l'artère radiale. Maintenant, Ouais. 99% artère radiale. Il y a moins de saignements, moins de complications. C'est beaucoup plus sécure. Et sur ce guide, on va passer sous un ballonnet surmonté d'un stent. Maintenant, les stents, on Alors, utilise... un stent, c'est un petit ressort qui C'est tient... un petit cylindre grillagé qui est monté tout replié sur un ballonnet et quand on va gonfler le ballonnet, ça va le déployer, écraser ce qui obstruait l'artère et l'impacter dans l'artère et qui restera à vie. Ça veut dire que c'est comme un petit ressort en treillis qui garde les parois de l'artère suffisamment Exactement. larges. Oui. Exactement. On rétablit la lumière dans l'artère et maintenant ce ne sont plus que des stents actifs puisqu'on a vu qu'il y avait... Qu'est-ce que c'est qu'un stent actif? C'est, Stéphane en parlait tout à l'heure, recouvert d'un médicament comme une mini chimiothérapie locale qui va éviter une cicatrisation excessive, que ça se rebouche. D'accord. Et donc ça, on peut vivre très longtemps avec ça, il n'y a pas Tout de à fait. souci. Et on peut en mettre beaucoup chez le même patient s'il a plusieurs... Autant que nécessaire. Après, en fonction de la progression de la maladie, il faut réévaluer l'indication. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi? Il y a d'autres types de revascularisation. En dehors du cas de l'infarctus, il y a la chirurgie, les pontages, ça existe toujours. Ça marche très bien aussi. Et donc, c'est en fonction de l'évolutivité. Par exemple, chez un patient qui est diabétique, l'atteinte artérielle est beaucoup plus diffuse. Et dans ces cas-là, la chirurgie pourra présenter un avantage sur le long terme par rapport à la revascularisation des quelques millimètres traités. Mais ce qui est important pour compléter ce que dit Stéphane, parce que les gens, on a l'impression que quand on nous dilate une coronaire, on est guéri. Mais on n'est pas guéri, on a enclenché un processus. Et ça veut dire derrière un suivi, le traitement médical, l'hygiène de vie, la rééducation. Moi, ce qui me rend dingue, c'est de voir quelqu'un qui a été dilaté, par exemple par Stéphane, top, tout va bien, et qui continue de fumer ses 15 cigarettes par jour. Ah, ça, Là, je effectivement. dis, ça va pas. Il y a un Ouais. truc qui colle pas. Et, Donc, faut bien... même pire, parce que quand j'ai lancé Cypher, j'ai fait les premières études, Ravel avec Alors, Cypher, Marie-Claude. c'est quoi? Excusez-nous, parce que vous savez, on ne sait pas. C'est le premier ressort recouvert de médicaments. D'accord. Et on perdait beaucoup de patients, non seulement parce qu'il y avait des problèmes techniques de malaposition, bon, on a appris, mais parce que les gens n'étaient pas compliants. Parce que les gens ne veulent pas être malades. Pas compris, Et donc- c'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas vos donc recommandations. ils se sentaient bien, Ouais. et le médecin, oui, l'aspirine, l'anticoagulation, ça sert à rien. Et on a eu beaucoup de morts de thrombose au début, et vraiment sur les 2 premières années, parce que les gens, et après on a fait des cartes, parce que les gens ne suivaient pas les... Parce que ça veut les dire thérapies. qu'après la mise d'un stent, donc de ce petit ressort, hein, il faut prendre un anticoagulant à vie. Un anti-agrégant, Non. un anti-agrégant donc qui va bloquer les plaquettes pour pas qu'elles forment des petits caillots au niveau du stent. Là, on a fragilisé la paroi. On fragilise la paroi parce qu'on gonfle à 14, 15, 20 atmosphères dans l'artère. Je vous rappelle que vous mettez 4 atmosphères dans vos pneus. Hein. Donc, Ouais. dans une artère, on D'accord. fragilise l'artère. Ah ouais. Et ce qui est très important, c'est l'éducation du patient. On gonfle le stent, mais comme Claire l'a dit, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête, le cardiologue interventionnel, son geste technique, mais son soin ne s'arrête pas là. Donc moi, je leur dis, voilà, moi j'ai fait mon job, j'ai mis le stent. Maintenant, on va continuer ensemble, puisque le risque que ça se rebouche sur cette artère, qu'il y ait d'autres artères, j'ai traité 15-20 mm, mais l'arbre artériel est beaucoup plus étendu, il faut prévenir cela. Et là, c'est la prévention, le contrôle des facteurs de risque, un cholestérol contrôlé en dessous des seuils recommandés, un tabagisme arrêté, activité physique, contrôle de la tension, etc. Est-ce que souvent, enfin quelquefois, après pose de stent, on est quand même obligé de finir par un pontage, ou est-ce que c'est pas du tout systématique ou que ça n'a rien à voir? Alors, au moment, initialement, non, mais dans le suivi, dans l'histoire du patient, ça peut arriver. On met un stent, 2 stents, et puis ça se rebouche une fois, on regonfle un ballon dedans, une deuxième fois, une troisième fois, et puis à un moment, voilà, Oui. s'il y a une évolutivité, il faut savoir, c'est une approche multidisciplinaire. Je voulais insister par rapport à Anne Guénaël, qui est l'exemple typique de « j'applique la prévention ». Tu as pu mettre en place 2 grossesses, je te tutoie, hein. La grossesse, c'est une épreuve d'effort. C'est comme si vous couriez un marathon jour et nuit pendant 9 mois. Imaginez courir jour et nuit pendant 9 mois. C'est ce que fait votre corps. Et donc finalement, Anne Guénaël, elle a compris. On va te laisser parler, mais Non, c'est je bon. te vois, t'es fine.
t'es jolie, t'es en forme, t'as mis au monde 2 enfants avec un cœur greffé, et finalement, c'est, j'ai envie de dire, t'es le top modèle de la prévention à pousser. Mais Je vais rougir. Mais non, mais c'est important de montrer ça. C'est parce que ça a marché, parce que tu te prends en main, tu t'écoutes. Mais c'est vrai que dans les personnes transplantées, on est une énorme majorité à faire attention parce qu'on a quand même reçu quelque chose et je trouve que par rapport aux donneurs, mais on n'est pas non plus, voilà, il y a certains qui déconnent entre guillemets et qui, voilà, j'en ai vu fumer effectivement avec un cœur greffé. C'est vrai que moi je trouve que c'est manquer de respect. Après, personne n'est parfait, mais je peux dire que la majorité des personnes font quand même très attention. Dans les assos que vous représentez, vraiment, si les gens sont dans des associations, c'est parce qu'ils sont bien conscients qu'ils ont eu ce cadeau et qu'ils font tout pour le préserver le plus longtemps possible. Oui, Ouais. je me verrais mal face à une maman de donneur ou en train de fumer ma cigarette, et, même si, comme je vous dis, je profite, hein, mais pas de cette façon-là, quoi. Ouais. Et vous avez un suivi qui est toujours très régulier ou maintenant oui. vous êtes... Ah non, c'est impressionnant. On nous lâche pas comme ça dans la nature. Ça fait 21 ans que je suis greffée et j'ai un suivi au minimum tous les 3 mois. Ah oui. Et quand j'étais enceinte, c'était échographié tous les mois. Donc ça, c'est une chance, par contre, d'avoir son bébé c'est au moins tous les 3 mois, Ouais. un suivi régulier. D'accord. Alors vous êtes justement passé par l'étape de cœur artificiel Externe. externe temporaire. Tout à Cœur fait. artificiel, alors il y a un grand nom du cœur artificiel, hein, c'est Carmat quand même. Youpi, c'est quand même une spécificité française. Alors Carmat, ça vient du nom de Carpentier, professeur Carpentier, qui était vraiment un éminent chirurgien. Et puis de Matra, c'était une belle rencontre. Vous nous racontez un peu le début de Carmat, Stéphane Pia? Oui, alors très rapidement, je pense que bon, Alain, il avait anticipé, il était très visionnaire, donc il a inventé il y a 50 ans les valves chirurgicales Oui, avec absolument. les tissus bovins. Et puis 20 ans après, donc il y a 35 ans de ça, il était assis avec Lagardère dans un hôtel parisien autour d'un whisky et d'un cigare. Et Lagardère lui demande: Alain, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et lui, il dit: écoute, il y a un Américain qui a fait une machine qui marche pas, mais moi je vais faire une machine qui fonctionne comme un cœur humain. Alors là, Lagardère lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose qu'on met dans la poitrine et qu'on ne peut pas toucher jusqu'à ce que la personne meure. Et il a dit: ben, ça tombe bien, je fais des satellites, donc je vais t'aider. Donc, il lui a donné à disposition de manière courtoise 20 personnes gratuitement pendant 20 ans et jusqu'en 2008 où on a créé la société. Et hier soir, justement, j'ai eu l'occasion d'être à dîner avec le premier employé et Monsieur H, qui est un patient qu'on a sauvé il y a 2 ans à Lille, au mois de décembre. Il avait 30 ans, maladie congénitale, il n'avait jamais été à l'hôpital de sa vie, et on lui a dit: votre cœur ne fonctionne pas, vous allez mourir. Donc ils ont préféré le mettre sur ECMO pendant 2 semaines, bien sûr, quand il est en Pardon, parce que là vous êtes entre sous spécialistes. oxygénation, disons, Oui. externe, et pour l'aider à attendre un cœur, et malheureusement il n'a pas pu attendre, et donc au dernier moment, le 23 décembre, on a été à Lille pour lui mettre un Carmat, et 5 mois après, il a eu la chance d'avoir un cœur humain. Et comme madame, lui, il est très attentif parce que hier soir, bon, il avait tous ses médicaments malheureusement. Ça, c'est un peu le talon d'Achille d'un organe qu'on transplante. Mais en même temps, c'est vrai qu'il était très soucieux. Il n'a pas beaucoup mangé. On est beaucoup moins que nous. Et parce qu'il est conscient qu'il a eu une grande chance et il veut préserver cette chance et préserver l'organe dont on lui a fait un don. Donc... Mais alors, avant ce cœur totalement implantable, il y a des solutions. Il y a du. C'est une évolution de pathologie. Alors, moi, je fais beaucoup d'innovation. Donc, j'ai commencé avec le... Portée de masques. Donc, bas les masques pour ceux qui le souhaitent. Et pour les autres, vous pouvez le garder, bien sûr. Mais vous pouvez aussi décider maintenant de retirer votre masque. Alors, C'est mon salon. Pas les masques et haut les cœurs. Alors, moi, j'ai commencé. C'est pour ça que ça m'amusait les discussions bypass et compagnie, mais bon, parce que j'ai suivi la maladie en fin de compte. J'ai commencé avec les stents. Après, c'est moi qui me suis occupé du MitraClip. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Donc, dites-nous en termes grand public là. Alors, après, on s'est intéressé aux valves, parce que le patient vieillissant, il y a 40 ans, vraisemblablement, nos grands-parents sont tous morts d'infarctus, en tout cas les hommes. Et puis après, c'est là que Carpentier s'est projeté. En vieillissant, le cœur vieillit. Donc les valves commencent à avoir des problèmes. Il y a des problèmes de dégénération ou des problèmes fonctionnels. Et on a commencé à travailler sur la valve aortique. Après, on a commencé à travailler sur la valve mitrale. Moi, je me suis occupé du développement du MitraClip.
J'ai développé une société, on va commencer l'humain dans 2 mois sur la tricuspide, donc c'est la Ouais. dernière, c'est Donc la valve oubliée. Oui, c'est les différentes valves du cœur. Oui. Et après, Carmat, c'est la fin. Donc Ouais. vous avez les artères, Ouais. les valves et après la pompe. Ouais. Et donc Carmat, c'est vraiment la fin, c'est l'insuffisance cardiaque avancée. C'est le début d'une grande aventure, je dirais. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de questions, plus de questions que de réponses. Notre vision, c'est que on pense que ça sera probablement la première alternative, parce que déjà on manque de donneurs et de toute façon il n'y a pas une solution juste pour toutes les pathologies. Donc ça veut dire que pour vous, à terme, Carmat pourrait être un cœur implanté définitivement. Ça ne sera plus en attente d'un cœur. Sans aucun doute, parce qu'il ne faut oublier, parce que madame a eu la chance, entre guillemets, hein, de recevoir un cœur en étant jeune. Et Oui. quand on développe une insuffisance cardiaque pendant peu d'années, il n'y a pas de problème d'hémodynamique ou de perfusion, et les reins et le foie sont en bonne santé. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres patients qui sont beaucoup plus âgés et qui ne supportent pas très bien un organe humain. Et d'ailleurs, on a beaucoup de cas, notamment le cas d'un patient traité à Duke, qui ne se trouve pas bien avec son cœur, parce que déjà, il faut qu'il y ait un fit, il faut que le cœur soit bien. C'était un gros patient. Ils lui ont trouvé un cœur qui n'était pas vraiment à Il sa faut taille. adapter Il la n'était pas taille tout du- petit, mais bon, Il faut adapter la taille du Comment donneur à celle du receveur. ça, je ne sais pas. Il faut adapter Si- la taille du donneur à celle du receveur. Ah oui, c'est important, Oui, parce oui. que quand vous êtes un patient de 100 et quelques kilos et que vous avez un cœur qui ne correspond pas vraiment, bon, vous avez des chambres qui sont trop Oui. petites. Mais vous avez eu un cœur d'homme. Vous êtes toute mince et vous avez eu un gros cœur. Non, je sais pas. Enfin, normalement, on ne doit pas savoir. Je sais juste l'âge du donneur et enfin, j'ai quelques informations, mais je sais pas. Je préfère pas D'accord. savoir. D'accord, vous avez raison. Vous avez raison. Non, donc c'est compliqué, mais oui, bon, le problème aujourd'hui, comme toutes les machines, c'est la fiabilité. Au niveau clinique, on n'a pas de complications cliniques, on n'a pas d'AVC, on n'a pas de saignements gastro-intestinaux, on n'a pas d'infection. Le micro près de- Donc ça, c'est assez exceptionnel. C'était Carpentier. Ouais. Maintenant, c'est la fiabilité. Et après, il faudra trouver, comme toutes les nouvelles thérapies, c'était vrai pour les stents, c'est vrai pour le mitraclip, c'est vrai pour d'autres choses, il faut trouver son positionnement. Mais je pense qu'il sera beaucoup plus vaste que les gens ne le pensent aujourd'hui. Non seulement parce qu'on manque de donneurs pour des organes humains, mais parce qu'on pense qu'une machine peut faire beaucoup plus qu'un organe humain. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et puis il y a une bonne nouvelle en ce 8 mars, c'est que même les femmes maintenant peuvent en bénéficier parce qu'au départ l'encombrement était trop important. Vous avez réduit Non. la taille du Carmat. Non, alors il n'a jamais été important. Mais C'est comment, montrez-moi un volume. Le volume du Carmat, c'est quoi? Alors, un cœur en bonne santé, normalement, c'est 1 point. Un cœur malade, c'est au moins 2 points. Et un cœur très malade, c'est 5-6 points. Quand on extrait les cœurs, je fais les photos. On avait 2 ventricules de 1,5 litre en Tchécoslovaquie. D'accord. Ça, oui. Si c'est très long, hein, bien sûr. Donc, non, c'était un problème. C'était le souci, comme on ne savait pas. On fait des scans avant pour voir la taille dans le thorax. Mais bon, quand on commence, on ne sait rien. Et la peur, c'était de ne pas pouvoir fermer la poitrine. C'est la raison pour laquelle on y a été pas par pas. Aujourd'hui, on a besoin d'une distance rachis-sternum de seulement 11 cm. Donc, c'est quasiment la plupart des gens. Donc, il y aura peut-être une limite sur certaines femmes. Sur l'homme de race blanche, certainement, il n'y en a pas. Chez les Asiatiques, potentiellement. Chez les femmes, peut-être seulement 70% pourraient l'accepter. Pas les D'accord. flamandes, hein. Pardon Que- Pas les flamandes, ça ira. Ah, je ne sais pas. On va peut-être prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des questions particulières? C'est la première qui a dû. Non? Oui, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Quelqu'un se lance? Allez. Non, bon, on va continuer alors. L'avenir, pour vous, pour chacun de vous, l'avenir en cardiologie, et pas seulement en tech, je veux dire, demain, c'est quoi pour vous l'idéal? Pour moi, l'idéal, c'est la prévention. Ouais. Alors, ça ne va pas faire plaire aux cardiologues interventionnels. D'ailleurs, j'ai des collègues à Lille, à l'internat, qui m'ont dit « Mais Claire, si tu fais trop de prévention, on n'aura plus de coraux. Ah bah, Mais c'est dans sympathique. l'idéal, c'est repérer en amont et éviter le premier événement. Alors, il y a toujours des choses qu'on ne pourra pas éviter. Les malformations congénitales, les cardiomyopathies dilatées, les accidents de vie, ça, c'est vrai qu'on ne pourra pas l'éviter. Mais la prévention, ça, je pense que... Voilà, Ouais, je mais ça, ferai ce oui. vœu pieux. D'ailleurs, vous avez un bus de la prévention. Voilà, alors on a un bus du cœur des femmes, donc vous pouvez aller voir le site agirpourlecoeurdesfemmes.com, faites Agir Cœur Femmes. Et dès demain à Cannes, alors on va pas à Cannes-la-Croisette, on va à Cannes-la-Boca. Donc c'est là où sont les femmes, on va dire, vulnérables. Et l'année dernière, on a comme ça été dans 5 villes. Cette année, c'est 20 villes.
Et c'est une vraie fête. Et surtout, on associe les services sociaux des mairies, mais tout l'écosystème des professionnels de santé, le tissu associatif. Et il y a une préparation en amont, les 3 jours, et derrière, surtout, les femmes sont suivies. Ça veut Donc dire voilà. que le bus est arrêté pendant 3 jours dans chaque ville. Voilà, 3 Et- jours, et on prépare, il faut à peu près 2-3 mois de préparation. Donc la préparation, c'est de faire Der- venir les femmes. C'est faire venir les femmes avec les services sociaux, mais il y a aussi un numéro où les gens peuvent s'inscrire. Et après, c'est les professionnels de santé qui, bénévolement, même les libéraux, donc ils prennent de leur temps et ils vont assurer une demi-journée de dépistage. Donc c'est un repérage cardiovasculaire, métabolique et gynéco. Qu'est-ce qu'on peut faire comme examen dans ce fameux bus? Alors déjà, on les interroge, c'est Oui. très important. Oui. Ensuite, on leur fait une mesure de pression artérielle. On travaille avec Roche sur des dosages biologiques du bilan lipidique glycémie, poids, taille, périmètre abdos. Et ensuite, il y a un entretien avec un gynéco. Quand on sait qu'aujourd'hui, les gynécologues sont en voie de disparition, ben, il y a un entretien avec un gynéco. Et en fait, chaque ville qui s'engage dans le bus du cœur s'engage aussi à proposer entre 50 et 80 créneaux de suivi pour des consultations cardiovasculaires et gynéco. Donc là, ça va être rapidement Cannes, Privas, dans l'Ardèche, parce qu'on a un bienfaiteur, Marc Ladret de la Charrière, qui est à Ben Privas. oui, oui. Donc voilà. Et ensuite, on va faire le Grand Chelem, La Rochelle, Pessac, Bordeaux, Calais, Maubeuge, Amiens. Et ensuite, on va à Mulhouse et on termine par Rouen, Le Havre. Et on recommence à la rentrée. Et pour les Parisiens, Paris, ça sera la semaine du 29 septembre avec Stéphane. Voilà. Et ben alors justement, Stéphane, on va Et vous on ira en repasser- Bretagne. on va vous repasser le micro. L'avenir pour vous, c'est quoi? Les messages à passer et l'espoir? Alors, même en tant qu'interventionnelle, je suis tout à fait d'accord avec Claire. La prévention en priorité. Hein. L'infarctus, on sait le traiter, mais c'est mieux qu'on peut l'éviter. Hein. Moi, de 3 heures du matin, l'infarctus, on peut mieux faire au jour d'aujourd'hui par la prévention primaire et aussi la prévention secondaire. Si l'infarctus arrive, eh bien, il faut qu'il ne revienne pas de récidive. Donc, la prévention secondaire. Alors, Donc, c'est quoi la prévention secondaire? la prévention secondaire, ben, c'est un suivi adapté, aider les patients, et ça peut-être que Made in Tech peut proposer des outils pour aider les patients à mieux suivre leur traitement, à mieux contrôler leurs facteurs de risque, à avoir une meilleure qualité de suivi. La réadaptation après un infarctus, eh bien, Claire en parlait, il y a moins de 15% des femmes ayant fait un infarctus qui vont suivre un programme de réadaptation. Ça veut dire que nos programmes peut-être ne sont pas suffisamment adaptés à ce profil de patient. Ou peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment motivées, pas suffisamment conscientes. Exactement. C'est un travail qu'on doit faire ensemble pour leur proposer une vie après l'infarctus en mieux. Souvent, c'est ce que je dis aux patients. Si on arrive à intervenir tôt, il n'y aura pas de séquelles. Et ça veut dire qu'à partir de l'infarctus, ça va être une vie en mieux, avec des médicaments, un cardiologue de temps en temps, mais une meilleure hygiène de vie et pour avoir un pronostic. Ça, vous êtes l'exemple. On ne peut pas trouver mieux pour montrer que c'est possible et de la meilleure des façons. Stéphane Pia, les améliorations encore pour Carmat, parce que tout est améliorable, j'imagine. Non, alors le premier sujet, c'est la fiabilité, hein, comme Ouais, vous l'aurez donc- certainement entendu, mais bon, ça c'est technologique. Donc le plus important, c'est l'impact clinique qui est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, par rapport à un cœur humain, on peut doper le cœur en donnant plus de flux, donc ça peut aider beaucoup pour certains patients, en tout cas, qui ont une perfusion limitée pendant longtemps. La fiabilité et le futur, et j'en suis vraiment convaincu, c'est toujours le problème de l'innovation, c'est d'être les premiers à y croire. Je pense que dans 20 ans, dans une audience telle que celle-ci, il y aura certainement des gens qui auront des cœurs artificiels dont on ne pourra pas détecter la présence parce qu'il n'y aura même plus de fil, parce qu'il y aura des batteries qui seront intégrées et ce sera des produits comme des pacemakers ou des défibrillateurs. J'en suis Parce que la convaincu. batterie a été un problème. Il y a eu un patient qui a eu quelques soucis. C'est quelque chose encore de difficile à gérer, la batterie? Alors, c'est un sujet épineux. Oui. Je vais botter en touche, c'était avant que j'arrive. D'accord. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, ça n'avait rien à voir avec le dispositif. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'effectivement, on a dit qu'il y avait eu... Je pense que ça a plutôt à faire avec le manque de personnel dans les hôpitaux. Ah, alors ça, c'est un autre sujet que nous n'allons absolument pas aborder. Moi, je voudrais le mot de la fin avec vous, Anne Genaël. D'abord, parlez-nous un petit peu des associations, parce que peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, et puis par la nécessité de penser à passer les messages de dons d'organes. Je crois que c'est important. Oui, tout à l'heure, vous parliez de courses, justement, qu'être enceinte, c'était courir un marathon, etc. Là, dans 15 jours, on va, alors c'est pas les bus, mais on va partir de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, et on va partir pour 4 jours et 4 nuits
en courant. C'est 750 km non-stop. Énorme. Donc la course ne s'arrête jamais et on arrive aux Arcs, donc Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Et pareil, on rencontre toutes les municipalités qui nous accueillent à 2h du matin, à 5h. Enfin, il y a toujours du monde sur la route. Et Ouais. du coup, c'est pareil pour porter le message du don d'organes, pour montrer que la greffe, ça marche. C'est une que- course en relais, pardon, juste. Voilà, c'est oui. une course. Alors, il y a une équipe de transplantés et après, c'est des courses d'entreprise. Donc, on a Ouais. des grosses boîtes qui sont sur la course. On est quasiment 800 personnes à courir. C'est la garde républicaine qui assure la sécurité. Et voilà, on porte le message du don d'organes. Réfléchissez-y avant que ça arrive, parce qu'en fait, on pense toujours que ça arrive aux autres. Et puis un jour, on a son petit garçon, sa petite fille qui fait du vélo sans casque. On a sa sœur qui, enfin voilà. Et on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas ce que la personne souhaitait le faire. Moi, forcément, je milite pour, mais on a chacun nos avis là-dessus. Mais voilà, savoir ce que la personne pense. Et si jamais ça arrive, on ira dans le sens de ce qu'elle voulait. C'est ça qui est important. Voilà, la greffe, ça marche. Et puis merci aux donneurs, aux familles de donneurs. Ça, c'est très important aussi de les mettre en haut du... Voilà, sans eux, il n'y aurait rien, en fait. Je pense que ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt pour la suivante table ronde.